La cabine de première classe, pleine à craquer, se tut soudain lorsque Madame Amy Delcourt, une femme noire de 64 ans, au port digne et aux cheveux argentés soigneusement nattés, leva calmement les yeux de son roman. Elle avait pris place dans le siège 2A du vol Transpacifique 718, reliant Toronto à Vancouver, habillée d'un simple cardigan beige et d'un pantalon de lin. Ses mocassins usés et son sac en cuir patiné disaient toute sa discrétion. Mais ce n'était pas une femme ordinaire. Elle le savait. Ce que les autres ignoraient, c'est qu'elle était aussi la propriétaire majoritaire de l'une des plus grandes compagnies aériennes du pays. Elle voyageait rarement sous son vrai nom. Aujourd'hui, elle avait réservé sous celui d'Addy Tremblay, comme elle le faisait depuis des années pour éviter les regards curieux et les flagorneries. Elle préférait observer les gens quand ils pensaient qu'elle n'était personne d'important. Son regard était perçant, mais doux, et sa posture droite sans être rigide. Une femme que l'on pouvait facilement sous-estimer, jusqu'au moment où il était trop tard. Le silence s'était installé lorsque le chef de cabine, un homme blanc d'une 50aine d'années nommé Étienne Rousseau, s'était arrêté net devant elle, les sourcils froncés et un iPad à la main. Derrière lui se tenait une fillette blanche de 8 ans, vêtue d'un pull rose bonbon, serrant un lapin en peluche contre elle, accompagnée d'une gouvernante au visage pincé. Rousseau s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. « Madame, il semble qu'il y ait eu une confusion avec votre siège. Cette jeune demoiselle a besoin de s'installer ici, côté hublot. » Amy ferma son livre d'un geste tranquille, marquant la page avec un ticket de métro ancien qu'elle gardait comme porte-bonheur. Elle croisa les mains sur ses genoux et répondit d'une voix égale. « Ce n'est pas une confusion. Mon billet indique 2A, première classe, fenêtre. » Étienne hésita, jetant un regard furtif vers la gouvernante. « C'est que l'enfant a le mal de l'air. Elle a besoin du côté gauche de l'appareil, près du moteur. Cela l'aide à se stabiliser. » Amy inclina légèrement la tête, la voix posée. « J'ai réservé ce siège il y a 2 mois. J'ai 64 ans, de l'arthrose dans les genoux et une passion pour les levées de soleil à travers les hublots. Je suis désolé pour la petite, mais j'ai payé pour ce siège. » La petite fille détourna les yeux, visiblement mal à l'aise. Elle n'avait pas demandé cette confrontation. Amy le voyait bien. C'était une affaire d'adulte, d'orgueil mal placé, de privilèges jamais remis en question. Elle soupira intérieurement. Le murmure discret des passagers voisins devint plus audible. Certains échangeaient des regards. Une hôtesse plus jeune, placée plus loin dans l'allée, hésita à intervenir, puis recula prudemment. Étienne afficha un sourire crispé. Il glissa un doigt sur l'écran de son iPad pour vérifier les sièges disponibles, mais ne dit rien tout de suite. Il semblait chercher la bonne formulation, un équilibre entre autorité et persuasion. « Je comprends, madame, mais je vous demande ce petit effort pour le bien-être de l'enfant. Il y a une place très confortable en classe économique avant. » Il avait prononcé ce dernier mot avec une inflexion presque absente, comme s'il n'avait pas réalisé ce qu'il venait de dire. Le mot « économique » résonna dans l'air comme une insulte déguisée. Amy ne bougea pas. Elle regarda longuement Étienne, puis la fillette, puis de nouveau Étienne. « Vous me demandez à moi, une femme âgée avec des difficultés de mobilité, de céder ma place pour une préférence, non une nécessité médicale confirmée, mais une préférence d'enfant, en échange d'un siège en classe économique ?» Sa voix n'avait pas changé. Elle ne haussait pas le ton. Elle n'avait pas besoin de le faire. Le pouvoir, chez elle, ne venait pas du volume. Il venait de la précision. Avant qu'Amy ne réponde davantage, un homme en costume gris, assis à côté d'elle, intervint. Il avait suivi toute la scène, son téléphone sur les genoux. Ses lunettes glissaient légèrement sur l'arête de son nez, et il parlait avec un calme presque académique. « Il reste plusieurs sièges côté hublot en première classe. Pourquoi ne pas y installer l'enfant ?» La gouvernante leva les mains, exaspérée. « L'enfant a besoin de ce siège précis. » Amy fixa Rousseau droit dans les yeux. Il y avait dans son regard une lucidité glaciale, une fermeté née d'années à devoir prouver sa place dans des salles de réunion dominées par des visages qui ne lui ressemblaient pas. Sa voix, lorsqu'elle parla, coupa le silence comme une lame lisse et nette. « Dites-moi franchement, monsieur, est-ce vraiment une question de confort?
Ou bien croyez-vous simplement que je n'ai pas ma place ici? Un murmure parcourut la cabine. Même les passagers absorbés jusque-là par leurs journaux, leurs écouteurs ou leurs ordinateurs portables relevaient la tête. Il y avait quelque chose dans le ton d'Amy, ni agressif ni plaintif, mais infiniment puissant. Elle n'accusait pas, elle constatait. Le visage de Rousseau se ferma. Ses joues, déjà pâles, perdirent encore un peu de couleur. Il chercha ses mots, mais ils ne vinrent pas immédiatement. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il s'était redressé légèrement, comme pour tenter de rétablir une autorité qui s'effritait à vue d'œil. Amy sortit calmement son téléphone de son sac. Ses gestes étaient lents, mesurés, comme ceux d'une personne qui avait tout son temps. Elle appuya sur quelques touches, ouvrit une page bien précise, puis tourna l'écran vers lui. « Vous reconnaissez ce site? Le profil exécutif de la compagnie ?» Il baissa les yeux. Il reconnut immédiatement la page de l'intranet corporatif de Northwind Airlines. Son regard se figea sur la photo encadrée en haut à gauche. Cheveux nattés, sourire discret, même cardigan beige. « C'est moi, Amy Delcourt, fondatrice de Delcourt Innovation, et depuis l'an dernier, propriétaire de 53% des actions de Northwind Airlines. » Votre employeur, un frisson parcourut la cabine. Un bruit indistinct, fait de halètements discrets, de raclements de gorge nerveux et de chuchotements à peine retenus, monta comme une vague. L'homme en costume gris s'était figé, les doigts crispés autour de son verre. L'hôtesse à l'arrière cligna des yeux, bouche entr'ouverte. Rousseau blêmit. Il voulut parler, mais aucun mot ne franchit ses lèvres au début. Il déglutit difficilement. La gouvernante ouvrit aussi la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle agrippa la petite par l'épaule comme pour se protéger. La fillette, elle, serra son lapin contre elle, les yeux écarquillés, perdue au milieu de cette scène qu'elle n'avait jamais voulue. Amy ne criait toujours pas. Elle n'avait pas besoin. Sa voix était restée basse. Une autorité tranquille, implacable. « Maintenant, Monsieur Rousseau, souhaitez-vous continuer à m'expliquer pourquoi je devrais céder ma place, ou devrions-nous tous reprendre calmement notre vol ?» Il bégaya, les mots brouillés entre l'humiliation et la panique. « Je suis désolé, madame. Toutes mes excuses. » Il recula d'un pas, puis d'un autre, les épaules basses. Il fit signe à la gouvernante de le suivre. Elle obtempéra sans un mot, la main toujours crispée sur l'épaule de la fillette, qui se laissait entraîner sans protester. Ensemble, ils s'éloignèrent rapidement vers l'arrière de la cabine. Amy resta immobile pendant quelques secondes, son regard posé sur le siège vide devant elle. Elle sentit tous les regards braqués sur elle. Certains passagers avaient déjà commencé à murmurer entre eux, mais aucun n'osait commenter à voix haute. Elle retourna lentement à son livre, mais ses mains tremblaient légèrement. Une minute plus tard, un autre agent de bord s'approcha. Il était plus jeune, la vingtaine bien entamée, les cheveux sombres bien peignés. Son badge indiquait « Diego ». Il semblait visiblement gêné, la mâchoire tendue, les yeux fuyants. « Madame Delcourt, au nom de l'équipage, je tiens à m'excuser pour cette situation. » Il baissa légèrement la tête. « Puis-je vous offrir une coupe de champagne ou toute autre boisson ?» Amy releva les yeux vers lui. Elle avait retrouvé son calme apparent, mais son cœur battait encore un peu trop vite. Elle déclina poliment, le ton égal, presque chaleureux. « Du thé, si vous avez, et du respect. Ce sera suffisant. » Diego acquiesça aussitôt. « Je m'en occupe. » Alors qu'il s'éloignait, Amy sentit de nouveau vibrer son téléphone. Elle baissa les yeux. Un message s'afficha sur l'écran verrouillé. Numéro inconnu. « Nous savons qui vous êtes. Restez discrète ou vous le regretterez. » Elle resta figée quelques instants, les lèvres pincées. Son pouce tremblait à peine alors qu'elle relisait le message une seconde, puis une troisième fois. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas un spam ordinaire. C'était trop ciblé, trop précis. Elle fronça les sourcils. Qui pouvait savoir? Elle avait toujours gardé un profil bas. L'achat des actions s'était fait à travers des fonds privés, dispersés, via une société de gestion installée à Montréal. Aucun communiqué officiel ne portait son nom. Seule une poignée de personnes était au courant. Parmi elles, son mentor. Une ancienne juriste du Québec, à la langue acérée et à l'esprit d'acier, nommée Marie-Thérèse Allard. C'est elle qui l'avait aidé à naviguer les eaux troubles du monde corporatif. Amy envoya un message crypté à Marie-Thérèse.
Quelqu'un a percé notre couverture. Le personnel à bord est hostile. Incident signalé. Prévoir réunion dès l'arrivée. Le message partit via un canal sécurisé, invisiblement encrypté, dans une application conçue par un ancien collègue d'ingénierie. Le genre de contact qui ne figurait jamais dans aucun répertoire. Elle rangea le téléphone et jeta un dernier coup d'œil autour d'elle. La cabine semblait s'être figée. Les regards s'étaient dispersés, certains baissés, d'autres remplis de respect, mais tous tendus. Même le cliquetis des couverts sur les plateaux s'était interrompu. Le reste du vol se déroula dans un silence pesant. Amy feignit de lire son roman, mais elle ne tournait pas les pages. Dans son esprit, elle repassait chaque détail. Les regards échangés entre Rousseau et la gouvernante, la posture de la fillette, la réaction de l'équipage. Était-ce simplement une humiliation isolée ou un test? Un avertissement? Le petit avocat à ses côtés, jusque-là discret, bougea légèrement. Il se pencha et glissa sa carte de visite sur l'accoudoir, sans appuyer son geste d'un mot trop appuyé. Maître Granger, cabinet Verschers et Associés. Droit du transport. Ce que j'ai vu aujourd'hui est répréhensible. Si vous avez besoin de soutien juridique. Amy prit la carte, l'examina d'un œil rapide. Le nom lui était familier. Pas de scandale à son actif. Bonne réputation dans le milieu des contentieux industriels. Merci. Je crois que j'en aurais besoin. Il hocha légèrement la tête. Rien de plus. L'intelligence du geste résidait dans sa discrétion. Lorsque le vol entama sa descente, une voix glaciale s'éleva du haut-parleur. L'hôtesse, que l'on n'avait plus vue depuis l'incident, annonçait « Pour des raisons de sécurité, nous demandons à Madame Delcourt de patienter à bord après l'atterrissage. Une équipe spéciale assurera son accompagnement. » Les mots étaient choisis, prudents, mais les implications étaient claires. À travers le hublot, Amy aperçut ce qui l'attendait. Une foule massée près de la porte VIP. Des journalistes, téléphones en l'air, certains brandissant déjà des micros. L'incident avait fuité. Et vite. Mais ce n'était pas l'aéroport qui envoyait l'escorte. C'étaient les agents de sécurité privée de Northwind Airlines. Vêtus de costumes sobres, badges discrets au revers de leur veste, oreillettes noires bien visibles. Ils se tenaient en formation, raides comme des piquets, le regard inexpressif. Amy reconnut les insignes. C'était l'équipe B, pas celle de courtoisie. Ils l'emmenèrent sans un mot vers une sortie latérale, loin des tapis roulants et des passagers curieux. Non pas vers la sortie publique, mais vers une voiture banalisée aux vitres teintées. « Ordre de la direction, madame. On vous conduit au bâtiment administratif. » Amy fronça les sourcils. « Je n'ai signé aucun protocole interne autorisant ce type de traitement. J'ai des droits. Vous ne pouvez pas me détenir. » Mais elle n'eut aucune réponse. L'homme à gauche regardait droit devant lui. Celui à droite scrutait distraitement son téléphone. Pas un seul mot. Le véhicule s'ébranla, quittant la zone passager pour longer un grillage bordé de caméras de surveillance. Amy tenta d'appeler Marie-Thérèse. Elle lança plusieurs appels. Une fois, 2 fois. Pas de tonalité. Rien. Le silence pur. Les communications étaient brouillées ou bloquées. Ils utilisaient un brouilleur. Elle se tourna lentement vers l'un des agents plus jeunes, à l'allure nerveuse. « Si vous me retenez ici contre ma volonté, cela s'appelle une séquestration. Vous savez cela? » Pas un mot. Il tapotait son genou de façon compulsive, les ongles courts cognant légèrement contre la couture de son pantalon. Le véhicule traversa un portail sécurisé, puis s'arrêta devant une porte métallique marquée « Bâtiment administratif, accès restreint ». Amy fut conduite à l'intérieur sans ménagement, ses mocassins frottant légèrement le sol ciré. Ils passèrent 2 couloirs sans fenêtre avant de la faire entrer dans une salle de réunion froide et impersonnelle, avec une table en faux bois et un néon qui clignotait faiblement. La porte se referma avec un déclic sourd. Pas de poignée intérieure. Verrouillée. Amy resta debout quelques instants, le cœur battant. Puis, elle s'assit lentement, sortit de son sac un ordinateur ultra plat. En apparence, un modèle standard. En réalité, modifié en profondeur. Elle activa une connexion réseau masquée, un tunnel VPN dissimulé derrière un proxy fantôme situé en Suisse. Ce tunnel avait été conçu pour être indétectable même par les protocoles de sécurité de Northwind. Elle entra un mot de passe en 4 couches, puis accéda au serveur interne. Ce qu'elle vit la glaça. Des fichiers entiers étaient en cours de suppression, en temps réel,
des dossiers qu'elle connaissait bien. Rapports de harcèlement, témoignages internes, données RH sensibles, correspondance entre dirigeants. Tout disparaissait, ligne après ligne. Elle vit défiler des références à des enquêtes internes, à des audits jamais publiés. Elle tenta d'intercepter une copie, mais les fichiers se verrouillaient à mesure qu'ils étaient effacés. Et les suppressions se faisaient via le compte d'Étienne Rousseau. Un message de Marie-Thérèse s'afficha sur l'écran d'amis. L'icône chiffrée confirmait son authenticité. Richard Beaulieu organise une réunion d'urgence du Conseil. Ils veulent vous déclarer inapte à gérer vos fonctions. Préparez-vous. J'envoie un véhicule. Amy relut le message 2 fois. Son cœur accéléra. Elle connaissait Richard depuis 20 ans. Un homme charmant en apparence, mais froid et stratégique jusqu'à la moelle. Lorsqu'il voulait prendre quelque chose, il n'hésitait jamais à salir le terrain pour mieux planter son drapeau. À ce moment précis, l'alarme incendie retentit dans tout le bâtiment. Un son strident, mécanique, qui vrilla les tympans. Les lumières clignotèrent, les gicleurs se déclenchèrent au plafond, projetant une pluie glaciale sur les tables et les dossiers. Amy se leva d'un bond, protégeant son ordinateur sous son cardigan détrempé. Une fausse alerte, déclenchée pour créer une diversion. Elle le comprit immédiatement. Quelqu'un voulait la forcer à sortir ou la piéger. Elle se faufila dans le couloir, évitant les flaques d'eau, la chemise collée à la peau. Les cris, les ordres hurlés, les portes claquées, tout se mélangeait dans un chaos humide. Elle descendit 2 étages par les escaliers de service, longea un couloir étroit et vit enfin, garée en retrait derrière les bâtiments, une berline noire dont la fenêtre s'abaissa lentement. Marie-Thérèse était au volant. Foulard noué autour du cou, lunettes noires, visage impassible. « Montez vite !» Amy sauta à l'arrière, trempée, haletante. La voiture démarra en crissant des pneus, s'éloignant sans un mot. Pendant plusieurs minutes, seul le bruit régulier des essuie-glaces rompit le silence. Enfin, Amy souffla, la voix encore tremblante. « Ils ont essayé de me faire passer pour folle. Ils effacent les preuves, manipulent les dossiers internes. J'ai vu des courriels modifiés, des documents avec de fausses dates. Ils fabriquent un narratif pour me discréditer. » Marie-Thérèse hocha la tête, ses doigts serrant un peu plus fort le volant. « On va se battre. Direction la cour supérieure. » 1 heure plus tard, dans un vieux palais de justice à la façade austère, elles se tinrent devant la juge Laframboise. Femme d'expérience, carrée, le regard perçant derrière ses lunettes ovales. Amy et Marie-Thérèse présentèrent les preuves en urgence. Capture d'écran, sauvegarde automatique, témoignage horodaté. La magistrate écouta sans un mot, puis tourna lentement les pages du dossier. Finalement, elle saisit son stylo, nota quelques lignes sur le registre officiel et signa d'un trait ferme. Ordonnance temporaire. Monsieur Beaulieu est suspendu de toute fonction décisionnelle jusqu'à l'issue de l'enquête. Madame Delcourt, en tant que propriétaire majoritaire, conserve tous ses droits. Vous êtes donc la seule habilitée à convoquer un conseil extraordinaire. Amy ferma les yeux un instant. C'était une victoire provisoire, mais une victoire. Le lendemain, dans une salle sécurisée du siège social de Northwind, le conseil d'administration se réunit. L'ambiance était tendue, les visages fermés, certains visiblement contrariés d'avoir été convoqués si tôt. Mais tous étaient là. Une présence obligatoire en vertu du règlement. Amy entra sans éclat. Pas de discours grandiloquent, pas de caméra. Un tailleur gris sobre, des chaussures plates, un cartable en cuir plein à craquer. Elle salua chaque membre en les regardant dans les yeux, un à un, même ceux qui évitaient son regard. Au bout de la table, Richard Beaulieu. Costard impeccable, sourire forcé, les mains croisées sur son iPad. À ses côtés, plusieurs administrateurs fidèles. Et plus surprenant, la gouvernante de la fillette du vol, révélée ce matin par les dossiers RH comme étant sa sœur cadette, Mireille Beaulieu. Juriste de formation. Placée là, comme beaucoup d'autres, pour servir ses intérêts. Amy prit place, ouvrit son cartable et déroula méthodiquement les preuves qu'elle avait collectées avec Marie-Thérèse. Pas un mot inutile, juste des faits. Des captures d'écran, des rapports IT, des emails révélant des pratiques discriminatoires. Elle montra les fichiers supprimés pendant sa détention, les connexions actives avec des serveurs offshore, les tentatives de modifier les statuts de gouvernance. Chaque document était signé, tracé, authentifié.
un coup de massue à la fois. Et puis, sans hausser le ton, elle conclut. Vous pouvez choisir de maintenir un système corrompu, opaque, qui marginalise les voix qu'il juge inconfortables, ou soutenir une femme noire de 64 ans qui a survécu à l'époque de la ségrégation, qui s'est battue pour monter sa première société dans un sous-sol froid de Montréal et qui a racheté cette compagnie pour la rendre inclusive, sûre et humaine. Silence. Le président du conseil, un homme à la moustache grise et à la voix rauque, appela au vote. Une main se leva, puis une autre, et encore une, jusqu'à ce que le décompte s'arrête à égalité parfaite. Tous les regards se tournèrent vers le président. Il se redressa, croisa les bras, puis déclara calmement « Je vote pour Madame Delcourt ». Richard hurla, un cri brutal, presque animal. Il se leva, les mains tremblantes. « Vous faites une erreur monumentale. Elle est vieille. Elle est votre supérieure, coupa sèchement le président. Et votre comportement vient de prouver pourquoi. Deux agents de sécurité s'approchèrent calmement. Richard recula, mais ne résista pas. Il fut escorté hors de la salle, les portes se refermant lentement derrière lui. Amy, droite dans sa chaise, les mains posées à plat sur le bois froid de la table, resta un instant silencieuse. Puis elle tourna légèrement la tête vers la fenêtre. Dehors, les nuages s'étaient écartés. Un mince rayon de soleil éclairait les vitres. Le combat ne faisait que commencer. Il y aurait d'autres embuscades, d'autres trahisons. Mais pour la première fois, elle n'était plus seule.